C'est quoi une nouvelle? Donc pour moi, une bonne nouvelle, voilà, c'est celle qui me prend au cœur et qui n'en fait pas trop. Ou peut-être qu'elle me prend au cœur parce qu'elle n'en fait pas trop, justement. Quelque chose de très bref et comme un Polaroid. Vite et bien, 2 fois bien. C'est-à-dire comme cet état d'esprit, c'est de raconter très vite quelque chose de très bien. Pas que très bien, c'est-à-dire que les autres peuvent comprendre immédiatement. Vous écoutez le podcast de l'Inventoire, revue littéraire d'Aleph Écriture. Qui donne voix à tous les acteurs de la création, écrivains, auteurs confirmés ou éditeurs débordés. Je m'appelle Emmanuelle Pavon-Dufort, formatrice à Aleph et lectrice à Wavine, missionnée par l'Inventoire pour poser mes questions et les vôtres, des traits sérieuses aux plus farfelus. Écrire et publier la nouvelle, épisode 1/3. Je suis en route pour rejoindre chez elle Danielle Pétresse, directrice de l'Inventoire et autrice de nouvelles dont la dernière en date, L'homme au sanglier, publiée aux éditions de l'Ours Brune. 15 heures, il pleut et le vent hurle, mon parapluie entre en lutte. Je me pose et vous pose la question. Serait-ce un temps pour sortir une nouvelle ? Me revient soudain un texte de Buzzati, un texte dont je me sers souvent en animation d'atelier car il est assez magique. Je crois d'ailleurs que ça s'appelle Le Vent, extrait de son recueil K. L'histoire, c'est un couple qui marche en ville, un homme et une femme. Le vent se met alors à souffler. Le mari a des soupçons d'adultère, sa femme le sent et lui ment de plus en plus au fur et à mesure de la conversation. Le vent souffle aussi de plus en plus autour d'eux. À la fin de l'histoire, le couple se retrouve sur une jetée. Le mari prononce des mots inaudibles dans le fracas du vent. La femme rit. Et soudain, l'homme la pousse dans l'eau et la noie. C'est, me semble-t-il, ce qu'on pourrait appeler une nouvelle à chute. Le vent augmente sur le trottoir, le mien, pas celui de la nouvelle de Buzzati. Et ça court vite, comme la police des mots. La nouvelle. Est-ce qu'on peut la glisser sous la porte d'en face, sans un seul soupir? Question de Danielle Sanchez qui tombe à pic, car en arrivant enfin chez Danielle Pétresse, je découvre une bibliothèque improvisée dans le couloir. Mais entrons dans le vif du sujet. La nouvelle. Il y a la nouvelle flash, en 500 mots. Après, il y a la nouvelle autobiographique, la nouvelle type Maupassant, quoi, mais réactualisée. Il y a toutes sortes de formats. Et si on allait du côté de ses origines à cette nouvelle, pour y voir un peu plus clair ? Ça vient des fabliaux du Moyen-Âge. Des conteurs, enfin des raconteurs d'histoires se rassemblaient sur les places pour haranguer la foule, en fait. Donc il s'agissait d'anecdotes, des choses qui s'étaient passées dans le coin et qu'ils essayaient d'arranger de manière amusante. C'est-à-dire où il y avait de l'humour et où étaient mis en œuvre des histoires de couple, par exemple. Un tel avait été sorti avec un tel. Mais il faudra attendre Boccace pour que le genre entre par la grande porte du littéraire. Un siècle plus tard, il y a la peste, et il se retrouve sur une colline, et là, il écrit le Décaméron. Le Décaméron, c'est 100 histoires qui arrivent à 10 personnes. Mais c'est lui le premier qui emploie le terme de nouvelle. Il a également illustré ces nouvelles. C'est-à-dire, c'est un peu comme un petit Polaroid à côté. Il y a son histoire, puis après, il y a une petite photo. Enfin, là, c'était un dessin, évidemment, ou une peinture. Et de la même manière
qu'auparavant, on avait ce fameux livre d'heures que confectionnaient les moines, où il y avait l'histoire sainte, et puis une vignette. Donc on reste toujours dans l'histoire de la transmission d'un savoir. Dans le cas actuel, évidemment, le savoir n'est plus un savoir sacré ou extraordinaire. C'est, dans mon cas, c'est le savoir de la vie quotidienne. Donc voilà, c'est une ambition, elle est modeste. Mais justement, je voulais dire à ce propos, c'est quand on trouve un peu son ambition, ce qu'on veut dire, qu'on trouve ce qu'on a à dire. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu écrire mon premier recueil de nouvelles. Mais que se passe-t-il? Cette légère hésitation dans la voix, à l'évocation de Boccace. Y aurait-il quelques affinités électives? J'ai trouvé ça oui, bouleversant, parce que moi, depuis toujours, j'ai l'idée... quand j'étais petite, en fait, ce qui a tout déclenché, c'est que j'avais 5 ans, j'étais à la maternelle, et on faisait un livre d'heures, justement. Donc, on avait des pommes de terre, on faisait des pochoirs, on écrivait, ou la maîtresse écrivait, parce que je ne sais pas du tout si j'écrivais à 5 ans, on écrivait l'histoire de Aucassin et Nicolette. Et donc, on faisait ça très bien, chacun avait son beau livre. Et je me rappelle du temps, de l'attention que j'ai pris à faire les illustrations. Et pour moi, quand j'ai vu ce livre, j'ai dit c'est merveilleux, mais c'est ça que je veux faire. Enfin, moi, je voulais faire des livres d'heures, en fait. Et ce qui s'est passé avec ce livre, c'est qu'ils ont été exposés à la fin de l'année à l'école, et on me l'a volé. Quelqu'un me l'a volé. Et à partir de ce moment-là, c'était vraiment... Ah non, mais il faut que je... Enfin voilà, c'est resté le truc terrible, quoi, pour moi, de ne pas avoir mon livre, de ne pas pouvoir le toucher, et tout ça. Et après, c'était pendant le confinement où je devais faire les cours sur la nouvelle, pour le premier concours de nouvelles d'ailleurs, de l'inventoire que j'ai créé là. Et je suis tombée sur Boccace et je me suis dit, mais oui, mais c'est ça que j'ai toujours voulu faire. D'ailleurs, un blog, c'est un livre d'heures, hein, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, quand même, comme quoi, voilà, ces passions, quand on a 5 ans, ça vous quitte pas trop, quoi. Il y a beaucoup de nouvelles éditées sur des revues internet, des blogs. On peut se demander s'il n'y aurait pas un vrai réseau possible, qui irait bien d'ailleurs avec le ton moderne de la nouvelle, sa liberté. J'ai vu déjà des livres publiés par fragments sur Instagram, par exemple une photo et l'histoire qui se rapporte à cette photo, et ensuite, 2 ans plus tard, on voit le roman, sans les photos. Voilà, donc je dirais que la plasticité aujourd'hui, elle est plus sur Instagram, où on voit tous ces débuts d'histoire, auxquels des éditeurs s'intéressent. Ils contactent ensuite la personne et puis éventuellement ils font un livre. Mais toujours sur des choses, là par contre là c'est une autre histoire qui se croise, c'est l'histoire d'Internet. Parce qu'à la base Internet c'était quelque chose aussi, c'était un gag aussi. Il y a des tas de gens qui ont créé des sites pour rire. Donc il y a toute une frange en fait de l'édition de ce qu'on trouve sur Internet ou sur Instagram qui est autour de l'humour. Redevenons sérieux avec une question défi lancée sur l'inventoire par Nicole Rosset. De nos jours, des auteurs créent des contes, les écrivent. Et la facture des contes tels qu'ils sont écrits est, à mes yeux, souvent proche de celle de la nouvelle. Comment peut-on vraiment distinguer ces deux genres ? Dans le conte de Podane, il y a vraiment tous les ingrédients de la nouvelle. Il y a une histoire édifiante, il y a une histoire entre un père et sa fille. Il y a pourquoi il ne faut pas rester là avec son père qui vous demande de vous marier. Et tout le trajet qu'elle doit accomplir pour comprendre pourquoi il ne fallait pas qu'elle reste là. Et puis une résolution. Alors évidemment, comme c'est un conte merveilleux, ça finit bien. C'est-à-dire qu'elle rencontre la bonne personne qui va lui permettre de sortir de son problème avec son père et de résoudre le conflit familial. Donc en fait, à la base, les contes, c'est quand même un outil pédagogique aussi pour les enfants et pour que les enfants comprennent déjà le monde dans lequel ils vont évoluer plus tard. Et la nouvelle a fonctionné parce que quelque part, la nouvelle est un conte pour adultes, mais qui ne tire pas des conclusions, qui ne dit pas, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est le lecteur qui est adulte, donc lit une histoire ou lui raconter certains faits, et il en tire sa propre conclusion. Mais on reste quand même dans le même registre, c'est-à-dire une histoire assez courte, qui va faire une dizaine de pages, et qui va
Au-delà du plaisir de la lecture, faire réfléchir à quelque chose. Typologie de la manière de travailler la nouvelle. Alors, j'ai pas d'horaire d'écriture. En fait, j'ai surtout beaucoup écrit pendant que je travaillais. J'ai travaillé 15 ans dans une maison de couture. Et en fait, mes horaires, c'était 11 heures du soir, 1h30 du matin. Donc, tous les jours. Et c'est comme ça qu'en 10 ans, j'ai publié 3 recueils de nouvelles chez De Noël. Donc en fait, la nouvelle pouvait me venir surtout dans la journée. Je notais une première phrase, ou dans la rue, en train de marcher. Je notais la première phrase, et après, j'avais qu'à continuer. Et il faudrait donc bien choisir ses rues. Oui, je sais pas. J'aime bien les rues vers le musée Picasso. Parce que c'est très calme. Quelques conseils d'amis sur le long fleuve, pas toujours tranquille, de l'édition. Disons qu'il y a toutes les maisons d'édition qui ont rejoint le réseau de la nouvelle. Donc d'aller sur leur site et de voir un peu la grande variété en fait, de maisons d'édition indépendantes qui publient de la nouvelle. Et souvent exclusivement de la nouvelle. Donc ça serait que c'est un élément nouveau. Parce qu'avant, il y avait plus des maisons de poésie que des maisons de publication de nouvelles. Sinon, je sais pas, je trouve que les éditions de l'Olivier publient des recueils de nouvelles, enfin, qui n'appellent pas vraiment recueils de nouvelles, hein, qu'ils appellent pas, ou qui disent... ou qui dit nouvelles, mais voilà, parce que c'est l'éditeur de Raymond Carver. Donc, parmi les grands... Voilà, après, il y a beaucoup de... Enfin, ce qui se fait aujourd'hui, c'est de présenter son recueil de nouvelles, pas comme un recueil de nouvelles. C'est-à-dire comme une suite d'histoires qui ont tout un rapport les unes entre les autres, et donc qui forment une forme de roman. C'est le cas de... Alors Gallimard en publie de ce type de livres, qui sont très proches du roman, en fait. Il y a eu le livre qui s'appelle Maison, de Bajani, où c'est en fait une série de portraits des maisons qu'il a habitées, et à travers toutes ces maisons qu'il a habitées, mais c'est écrit dans un langage très poétique, il forme en fait le portrait de sa vie. Alors elle est comment la vie d'une nouvelliste quand elle est mise en bibliothèque? Je dirais un tiers de ma bibliothèque, c'est des recueils de nouvelles. On va voir. Ouais. C'est pas toujours bien rangé, mais là tu vois, là en fait, sur cette bibliothèque, c'est tous les livres essentiels. Il y a de la poésie et il y a de la nouvelle, parce que c'est quand même assez proche en fait, l'air de rien. Enfin, ça n'a pas l'air comme ça, mais oui. Et évidemment, mon auteur préféré, c'est Raymond Carver. C'est par lui que j'ai vraiment appréhendé la nouvelle. Tu nous lis juste 2-3 lignes, au hasard? Au hasard. Il faut que je trouve le livre, parce que j'ai dû travailler il n'y a pas longtemps sur un sujet de concours, et du coup, j'enlève tous les livres, et après, je ne les remets pas forcément au bon endroit. Raymond Carver... je sais pas, mais c'est au hasard comme ça. Non, ce que j'aime bien, c'est pas ça, c'est c'est pas celui-là. Ah oui, La Gloriette. C'est dans Parlez-moi d'amour. Ça, c'est vraiment une histoire étrange, en fait, d'un couple. En fait, c'est un peu là où on trouve la définition de la nouvelle, finalement, parce que c'est l'histoire d'un couple qui se rend chez un autre couple, qui vit dans une petite maison avec un paon. Il y a un paon au milieu et qui n'arrête pas de faire son cri. Et au fur et à mesure de l'après-midi, ça devient de plus angoissant, ce paon. Et à la fin, les deux amoureux rentrent chez eux. Et ils ont toujours cette espèce ce cri de cet animal bizarre, un peu sale, qui vient même sur la table. Et ça insinue le doute dans leur esprit par rapport au couple, parce que c'est un jeune couple, ils ont plein de projets, mais c'est la première fois qu'ils sont en couple. Et quand ils ressortent de là, quand ils rentrent en voiture, ils repensent à ce cri du paon, hyper angoissant, et on sent que probablement ils vont pas rester ensemble en fait. C'est comme si c'était le symbole de quelque chose de bizarre dans un couple qui leur fait encore peur et qu'ils vont pas rester ensemble. Écoute, te souviens-tu de la fois où nous avons roulé jusqu'à cette vieille ferme, après Yakima, au-delà de Terrace Heights,
On se balançait simplement. On se trouvait sur une petite route de terre. Il faisait chaud et poussiéreux, tu te rappelles? On a continué et on est arrivé à cette vieille maison et tu as demandé si on pouvait avoir un verre d'eau. Peux-tu imaginer une chose pareille aujourd'hui? Frapper à une porte et demander un verre d'eau? Ces vieilles gens doivent être mortes maintenant et reposées côte à côte dans un cimetière. Tu te souviens qu'ils nous avaient invités à manger une tranche de gâteau? Et après, ils nous ont fait visiter la propriété. Il y avait une gloriette au bout du terrain, tout au fond, sous les arbres. Elle avait un petit toit pointu. La peinture s'était écaillée et des mauvaises herbes poussaient entre les marches. La femme nous a dit que des années auparavant, je veux dire en remontant loin dans le passé, des hommes avaient l'habitude de se réunir là pour jouer de la musique le dimanche. Quittons la gloriette et tournons la page vers l'édition. Comme me disait une autrice de nouvelles noires avec qui j'ai échangé dernièrement, il est clair que vous êtes quelqu'un qui ne cherche pas à faire fortune en éditant des nouvelles et ça vous rend sympathique. Ce sont ses propres mots. Martine Paulet, éditrice de l'Ours Brune, qui lancera aussi à la rentrée de septembre une collection Nouvelles Noires. Alors, comment définir une nouvelle publiable ? Là, dans l'immédiat, je suis encore sous le choc de la dernière nouvelle que l'Ours Brune a publiée, L'homme au sanglier. C'est l'exemple même de la nouvelle qui m'a plu immédiatement. J'ai trouvé tout à fait réussi. Il n'y avait rien de trop. C'était, subitement une projection dans un autre univers que la brute réalité de la retraite, en l'occurrence, avec une histoire que vous ai racontée qui vous embarque très loin, sans déployer de grands effets de manche. Et moi, je trouve ça très réussi. On parle souvent du tempérament de l'auteur de nouvelles, mais comment serait le lecteur type ? Par définition, c'est un texte, une nouvelle, si elle est bien faite, elle se lit en apnée. Donc je pense qu'un lecteur de nouvelles, par exemple, peut lire dans une salle d'attente, dans le métro. A priori, c'est un format qui est vraiment adapté à nos agendas pléthoriques ou compressés, comme on veut. William Boyd a écrit une bonne nouvelle. C'est comme une pilule vitaminée, plein de bonnes choses en un seul comprimé. Est-ce que vous avez aussi votre citation fétiche sur le sujet ? Je ne sais plus quel auteur de polar qui écrivait aussi des nouvelles, justement, disait qu'une nouvelle réussie, c'était un coup de poing dans la gueule. Et ça pourrait être ça. Je sais que Tchekhov, quelque part, a écrit ça aussi, et pend dans la gueule du lecteur, c'est-à-dire que donc il y a cette notion de choc. Une nouvelle, oui, ça peut être un choc. C'est pas forcément un choc violent, vous en prenez plein la figure, mais un choc émotionnel, quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça, en tout cas, que moi je cherche dans une nouvelle. Il y a plein de nouvelles bien écrites qui ne me procurent pas ce choc-là, et donc, même si elles sont bien écrites, puisque j'en reçois en tant qu'éditrice, j'essaye de répondre à chaque personne qui m'envoie un texte. Et il m'arrive de répondre, et c'est toujours ennuyeux, mais de répondre, votre nouvelle est bien écrite, mais j'essaye de tourner ça de manière positive, mais comment dire, elle est bien écrite, mais elle ne m'intéresse pas, c'est désagréable quand même, mais ça peut être ça. Si vous lisez les nouvelles de Catherine Mansfield, moi je ressens ce choc émotionnel, et pourtant, elle ne vous plaque pas contre le mur, mais il y a quelque chose qui traverse ces nouvelles, quelque chose de très intense. On sent vraiment une exigence féroce, je pense, de sa part, d'atteindre quelque chose,
d'arriver à suggérer quelque chose au lecteur. Voilà, à chaque fois que je lis une nouvelle de Katherine Mansfield, je ressens qu'elle a écrit pratiquement comme si sa vie en dépendait. C'est ce que je ressens avec elle. Quel piège à éviter quand on envoie une nouvelle à un éditeur ? Un texte bavard est beaucoup moins intéressant qu'un texte dont l'écriture est sobre, resserrée. Démarrer par une description, par exemple. C'est un texte court a besoin d'éveiller tout de suite l'intérêt du lecteur. Donc démarrer par une description, c'est pas forcément une bonne idée. Sauf si ce qui est décrit joue un rôle. Et puis, autres erreurs à ne pas faire. Partir dans toutes les directions. Parce qu'en général, une nouvelle, comme c'est pas un roman, on peut pas y faire des digressions comme dans un roman. Le format, oui, c'est important, entre 28 000 et 30 000 signes. Et surtout pas moins, parce que, en fait, je me suis aperçue, avec les premiers titres que j'ai publiés, qu'il y a des contraintes de fabrication. C'est pas pour torturer les auteurs, c'est vraiment parce qu'autrement, on ne peut pas faire de livre, avec une nouvelle qui fait 3 pages, c'est pas possible. Ou alors, il faudrait l'imprimer en caractères énormes. Quelle serait la nouvelle rêvée ? C'est la prochaine que je vais éditer. C'est la nouvelle. Voilà, ça c'est. Vous avez écouté le podcast de l'Inventoire. La Gloriette, lecture extrait de Parlez-moi d'amour de Raymond Carver, édition de l'Olivier. Musique, Flamenco de Cyber SDF, Intergrund de Duke Oath, Saying Goodbye in the Rain de Gelsonic et Nos Tourneaux de Ross Bugden. À très bientôt pour un nouvel épisode. Eh bien, quel serait ton mot de la fin ? Ta chute ? Parce qu'on parle souvent de chute pour les nouvelles. Je vais encore dire vite et bien, 2 fois bien.